10. Salut à tous, c'est Sully Perfect 10. J'espère que vous allez bien. Alors on va parler de quelque chose dont je n'avais jamais parlé, mais juste comme je suis fan et que ça vient de reprendre, donc c'est d'actualité, c'est Game of Thrones, puisque je suis la série depuis le début, et vous n'êtes pas sans savoir, si vous êtes intéressé par la série, que la saison 7 vient de reprendre, ou vient de démarrer cette nuit, pour une série, une saison un peu plus courte que les précédentes, malheureusement. Mais bon, on approche de la fin, et là, forcément, on arrive vraiment dans le vif du sujet, et on sent que les forces en présence commencent petit à petit à se former, et on y voit un petit peu plus clair. En tout cas, c'est moins le bordel que dans les saisons précédentes où on avait 100 personnages à suivre répartis un peu partout. Là maintenant, ça commence à se regrouper et ça devient un petit peu plus tenable, on va dire, pour nous. Alors on va faire un petit débrief, un petit récap, bien entendu. Et si vous n'avez pas encore vu cet épisode, c'est sous spoilers, donc attention, ne la regardez pas. C'est une chose évidente. Alors qu'est-ce qu'on voit au début? On voit Walder Frey, qui était pourtant mort, mais on revient un peu en arrière. Enfin, on croit que c'est Walder Frey, vous allez comprendre après. Walder Frey donc a convié sa famille en totalité sur un banquet pour fêter leur domination du Conflant. Après le toast, donc on le voit donc Walder Frey qui s'épanche longuement sur les noces pourpres, que personne n'a oublié, et plus particulièrement donc sur la mort des Stark et le fait d'avoir transgressé les règles d'avoir transgressé ces règles jusqu'à ce que l'assistance s'effondre vraiment dans l'agonie, puisqu'il leur a fait boire du vin qui était empoisonné à tous. Il ôte alors son visage et en fait on découvre que c'était Arya Stark. Qui dit du coup à la veuve de Frey qui était à ses côtés de raconter à tous que le Nord se souvient et que l'hiver est tombé sur la maison Frey. C'était assez badass comme moment, et à vrai dire je me suis fait avoir. Je croyais vraiment que c'était Walder Frey et que c'était un flashback, et comme on avait vu la scène quand elle a égorgé Walder Frey à la fin de la saison 6, j'ai cru qu'on voyait du coup l'espèce de bouffe là, de pâté qui était en fait ses fils. J'ai cru qu'on allait voir justement comment elle les avait tués, et en fait c'était pas du tout ça. Et en fait donc c'était Arya qui m'avait donc surpris sur ce coup là. Donc ensuite on voit Arya qui prend la route pour Port-Réal, puisque c'est là qu'elle veut aller, afin de continuer à rayer les noms de sa liste, et elle croise alors à ce moment-là des soldats dans la forêt, des soldats Lannister qui l'invitent alors à partager leur feu et leur repas pour la nuit. Et c'est là bien entendu qu'on voit un caméo. C'est après que j'ai lu ça, et en fait pourtant j'en avais entendu parler, et pourtant je n'ai rien vu venir, je n'ai pas du tout fait attention, et c'est là qu'on voit le caméo d'Ed Sheeran. Évidemment, aucun fan n'a dû passer à côté de ça, et pourtant je le savais qu'il était dans cette saison 7, mais j'avoue que j'avais oublié. Au moment où j'ai regardé l'épisode, j'avais complètement oublié que la présence d'Ed Sheeran, de toute façon, qu'il avait tourné dans cette saison, et je ne l'ai même pas reconnu, ou j'ai pas du tout tilté, donc comme quoi... voilà. Et pourtant c'est lui qui chantait, paraît-il, la chanson qu'on entend au début, qui était pas mal d'ailleurs. Et c'est là qu'elle dit bien sûr devant son assistance qui était bien entendu morte de rire, qu'elle était venue à Port-Réal pour tuer la reine. Évidemment, tout le monde a rigolé. Ensuite, de son côté, on a vu Bran Stark qui a franchi enfin le mur par le tunnel de Château Noir en compagnie de Mera, et après avoir convaincu Ed de lui faire confiance en lui parlant de ses rencontres avec l'armée des morts au point des premiers hommes et à Durlieu, du coup Bran et Mera ont pu rentrer donc dans le mur. À Winterfell, donc on voit Jon Snow qui lance tous les maîtres du Nord sur les traces du fameux ver dragon, qui sera vraiment le fil rouge de cet épisode. Et Jon Snow exige alors que chaque Nordien valide de 10 à 60 ans se prépare à se battre, même les filles, décision d'ailleurs qu'il a fait ratifier à l'unanimité
grâce au concours de Lyanna Mormont, hein, cette petite fille là qui n'a pas sa langue dans sa poche, hein, elle est très jeune et pourtant voilà, elle en a dans le pantalon, si on peut dire. Et Jon Snow demande ensuite à Tormund de mener le peuple libre à Fort-le-Vent afin de tenir la forteresse du mur la plus proche de Durlieu. Enfin, il choisit de pardonner aux maisons Humble et Karstark pour avoir trahi leur serment envers les Stark contre l'avis de sa sœur, hein, puisqu'on voit effectivement une petite passe d'armes entre Sansa et Jon Snow à ce sujet, puisque cette décision ne plaît pas trop à Sansa, hein, puisque d'ailleurs Jon reproche ça à Sansa, hein, après la réunion, hein. Mais voilà, elle lui soutient quand même qu'il ne doit pas suivre la même voie que Ned et Robb Stark, car cela les a conduits à leur perte, hein. Et c'est vrai que Sansa, voilà, elle a un peu les boules de se dire ouais, c'est quand même des gens qui nous ont trahis, les Humble et les Karstark qui nous ont trahis, ils se sont rangés du côté de Bolton, quoi. Donc et voilà, c'était sa décision était irrévocable, hein, comme dirait Denis Brognard. Donc voilà, c'était la décision de Jon Snow, puisqu'il se dit voilà, bon, les familles de ces traîtres, hein, les enfants notamment, n'ont pas à subir ça. Et voilà, ils ont besoin d'avoir leur château, d'avoir leur famille, et durant des siècles et des siècles. On voit ensuite du coup un message de la capitale, hein, de Port-Réal à l'attention de Jon Snow, qui exige sa présence auprès de la reine afin qu'il lui prête allégeance, sans quoi il subira alors le même sort que les autres traîtres de sa famille. C'est là qu'on voit Sansa qui prévient son frère de ne pas sous-estimer Cersei et le Sud, sous prétexte que la menace d'au-delà du mur soit plus préoccupante. Et c'est vrai que on voit quand même que Sansa, voilà, bon évidemment, Lannister Stark c'est une grosse rivalité, mais Sansa quand même dit, enfin il y a Jon Snow qui demande à Sansa, ah mais tu l'aimais bien quand même Cersei, non, un peu, non? Il dit, elle lui a dit oui, bon, elle répond quand même, ouais bon, elle m'a beaucoup appris quand même. Il y a quand même, voilà, elle a quand même appris des choses. Elle a quand même un petit côté badass de temps en temps, Sansa, hein, et on le voit aussi avec sa relation avec Littlefinger. Donc justement Littlefinger, lui, il continue, hein, à faire son gros relou, hein, son gros boulet auprès de Sansa. Il fout la pression, il continue donc de lui faire la cour. Mais bien entendu, elle continue de lui foutre des vents. Voilà, mais malgré tout, Brienne à un moment donné lui demande pourquoi il est encore là en fait, Peter Lord Baelish là. Pourquoi, qu'est-ce qu'il fout encore à Winterfell? Et elle lui répond quand même, les chevaliers du Val, hein, c'est grâce à lui, et c'est lui qui nous a quand même fait gagner la bataille contre les Bolton. Bon, on a encore besoin d'eux, hein. Donc voilà, pour l'instant on va dire qu'elle se sert de lui, hein. Mais c'est pas impossible non plus que Peter Baelish se serve d'elle également, hein, puisqu'il a aussi des vues sur le trône, et il a beau dire oui, c'est toi que je veux, Sansa, je te veux à mes côtés sur le trône, etc. Voilà, on peut difficilement faire confiance à ce gars. Du côté de King's Landing, donc de Port-Réal, il y a Jaime, hein, qu'on voit avec sa sœur, hein, sur une superbe map monde, hein, qui représente tout le territoire. Là, c'était magnifique cette carte, qui était en train d'être peinte. Il y a Jaime qui reproche donc à sa sœur d'avoir provoqué le suicide de Tommen, hein, mais ce à quoi elle répond que c'est quand même que c'est lui qui l'avait trahi en premier. Bon, pas beaucoup de cœur finalement, Cersei, hein. À ce moment-là, Jaime lui rappelle quand même qu'avec tous les royaumes, hein, en guerre contre la couronne, ils sont quand même en passe d'être écrasés, hein. Mais Cersei répond à cela qu'elle n'a pas passé 40 ans à subir les tirades de son père sans avoir retenu certaines choses. Certes, mais bon, Jaime, voilà, c'est un peu la voix de la raison. Elle lui dit attention, elle lui dit oui, la reine de cette couronne, ouais, je dirais plutôt 3, hein, parce que où sont nos alliés, quoi? On n'a pas d'alliés. Mais bon, Cersei, elle a l'air, on sent qu'elle a un truc derrière la tête. Et effectivement, il y a Euron Greyjoy, hein, qui est dans la baie de la Nera, hein, à la demande de Cersei, et qui propose de mettre sa flotte à son service en échange de l'indépendance des îles de Fer et même carrément d'un mariage.
entre Cersei et lui. La reine, bien entendu, refuse. Elle prétexte que des multiples transgressions des Ferney et de Balon en grande partie envers leurs paroles données ne lui permet pas de lui accorder sa confiance. Mais malgré tout, Euron Greyjoy rétorque qu'il reviendra bientôt avec un cadeau si exceptionnel qu'il éclipsera tous les doutes de la reine. Et il s'en va alors. On a hâte de voir ce dont il s'agit. À Villevieille, donc la citadelle, on voit Sam Tarly qui passe ses journées là-bas, avec des journées bien répétitives et bien ennuyeuses. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu longuet, ces scènes répétitives là. On a bien compris, il rangeait des livres dans les bibliothèques pour les maîtres et les aspirants, vider les pots de chambre, ranger le mess. La même nourriture, manger la même bouffe, encore et encore. Donc c'est bon, on avait compris. Bon, c'était pas la peine de répéter. On a compris que c'était une vie ennuyeuse et routinière, dans la merde et voilà, et dans les bouquins et la merde, et en plus au service des autres. Il nourrit quand même secrètement le désir d'aller consulter les ouvrages réservés à ceux qui ont reçu leur chaîne, afin de découvrir des informations utiles concernant les marcheurs blancs, le ver dragon et l'acier valyrien. On retrouve donc ce ver dragon, qui est donc, comme je vous disais, le fil rouge de cet épisode. L'archimestre, vu dans Harry Potter d'ailleurs, il y a eu quelques remarques, parce qu'effectivement il était dans Harry Potter et il y avait déjà une histoire d'une bibliothèque secrète, machin. Bon, moi je suis pas fan de Harry Potter et je l'ai jamais regardé, donc seuls les fans auront compris la petite mention par rapport à Harry Potter. Bon, voilà. L'archimestre donc lui révèle quand même qu'avoir son acharnement à vouloir accéder à ces livres, il ne peut que dire la vérité à propos de l'armée des morts, mais lorsque Tarly lui dit qu'il est le seul à y croire au sud des jumeaux, il lui explique que le rôle des maîtres n'est pas de croire, mais de rappeler le passé à ceux qui l'ont oublié, et qu'à chaque fois qu'une guerre semblait amener à la fin des temps, le mur a toujours tenu et qu'il n'y a donc pas de souci à avoir. Bon, ok, le gars, il s'inquiète pas quoi. Mais malgré cela, Tarly décide de voler les clés de la réserve pendant la nuit et emprunte secrètement des recueils sur les sujets qui l'intéressent. On le voit prendre 2-3 bouquins et les prendre avec lui. Et les ramener avec lui. Le soir venu, donc on le voit dans son logis avec Ver, il passe une nuit blanche du coup pour trouver un peu des informations, tourner les pages, et il découvre quand même une photo, une illustration d'une mine d'obsidienne, donc de ver dragon si vous préférez, à Perdragon, donc qui est d'ailleurs le nom de l'épisode, Dragonstone si vous préférez. Il y a donc une mine cachée sous la montagne qui du coup renferme ce fameux ver dragon qui pourrait permettre de tuer les marchands blancs. Il transmet du coup immédiatement sa trouvaille à Jon Snow par corbeau, et le lendemain, alors qu'il ramasse des écuelles, les écuelles dans les cellules, l'un des occupants, qui est infecté par la grise écaille, lui demande si la mère des dragons est arrivée. Sam lui répond qu'il ignore de quoi il parle. Alors que la trappe se referme, on aperçoit quand même une partie du visage de l'inconnu dans l'ombre, dans l'obscurité, et on reconnaît assez facilement Jorah Mormont. Et oui, le grand retour de Jorah Mormont. Alors il va falloir qu'on comprenne comment est-ce qu'il a fini là-dedans. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, c'est son grand retour. Et enfin, il y avait aussi une scène aussi qu'il faut pas oublier aussi, c'est le limier qu'on voit dans la neige, dans un petit chalet un peu froid et obscur et vide, en compagnie de Beric Dondarrion et Thoros de Myr. Il a rejoint donc ce clan, les partisans du dieu rouge, le dieu de Mélisandre, et du coup, et dans cet endroit, voilà, il y a 2 morts, apparemment donc un homme et sa fille, qui n'avaient plus rien à manger, et voilà, il a préféré, visiblement on avait un couteau, il a préféré tuer sa fille. Ils sont tous les 2 morts comme ça, c'était assez triste. Et le limier, qui a quand même un petit peu de cœur encore au fond de lui, décide de les enterrer
afin qu'ils aient une mort un peu plus digne, on va dire. Et il est d'ailleurs aidé finalement par Beric pour les enterrer. Et on voit donc une scène avec un petit feu de cheminée où Beric dit approche-toi du feu, approche-toi. Enfin, c'est pas Beric d'ailleurs, c'est Tauros qui demande au limier de venir, de s'approcher du feu. Il lui dit qu'est-ce que tu vois là? Il dit je vois des bûches quoi. Je vois des bûches dans un feu quoi. Il dit mais regarde plus attentivement. Et là il commence effectivement à voir quelque chose. Il voit un endroit où le mur rencontre la mer avec un château, une montagne pointue comme une tête de flèche et des milliers de morts qui marchent. Là on voit clairement les marcheurs blancs. Donc ça a l'air assez clair. En tout cas le décor est planté. Et enfin, donc la scène finale, on voit Daenerys qui atteint enfin Westeros, on voit et qui accoste donc à Pendragon. Donc on voit cette grande plage là, qui était son fief familial. Et une fois dans la salle de guerre, elle se tourne vers ses conseillers et elle décide de commencer la reconquête de son royaume. On reconnaît un peu d'ailleurs dans le lieu final, on reconnaît l'endroit où on voyait Stannis à l'époque, avec Mélisandre. On reconnaît là où il était. Et en tout cas, les choses sérieuses semblent commencer, donc avec Tyrion et donc Daenerys, sur la préparation de la bataille, et donc cette tirade finale. Et si nous commencions, et oui, on attend que ça, donc on sent que Père Dragon, ça va être le nerf de la guerre, ce ver dragon, cette chasse à l'or, en quelque sorte, c'est un or mais hyper important, et qui peut être décisif dans la bataille, notamment contre les marcheurs blancs. Donc on commence à voir les forces en présence, et ça devient un peu plus clair. Maintenant j'attends de voir comment ça va se développer. En tout cas ce premier épisode il était quand même pas mal, ça nous a bien remis dans l'histoire, et je pense qu'on va monter bien entendu en puissance. Pas de mort importante à signaler, en tout cas il faut le dire, parce que bon, souvent on a beaucoup de morts de personnages importants. Pour l'instant il n'y a pas de mort importante, mais ça à mon avis ça ne saurait tarder. Voilà pour cette petite review sur le premier épisode de la saison 7, que bien sûr je vous invite à voir. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo si vous êtes fan de Game of Thrones. Il n'y a pas que le catch dans la vie, même si c'est une grande passion. On se retrouvera peut-être, on va voir si ça vous intéresse, si ça vous intéresse que je le refasse, pour l'épisode 2, et puis etc. Peut-être jusqu'à la fin du 7ème. Il n'y a que 7 épisodes, donc je pense que c'est jouable de faire des vidéos sur 7 épisodes. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve très bientôt, et d'ici là, bien entendu, vive Game of Thrones. Ciao.